Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Un accident vasculaire cérébral survient lorsque l'irrigation sanguine d'une partie de votre cerveau est interrompue à cause d'un caillou sanguin ou lorsqu'il y a une rupture d'une artère cérébrale provoquant ainsi une hémorragie. Seulement un quart des victimes d'un AVC s'en remettent sans problème, tandis que d'autres patients décèdent. L'AVC laisse des séquelles aussi bien physiques que cognitives et même comportementales. Le changement de comportement ou de caractère diffère d'une personne à l'autre en fonction de la partie du cerveau touchée. Donc comment surmonter le changement de caractère d'un proche après un AVC? Nous ferons le point avec Dr Afiwa Agobli qui est psychologue clinicienne et de la santé au service mission. Nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour madame, ça va bien. Ça va Et chez bien, vous, ça oui. va très très bien. Ok. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui. C'est à vous le merci. Donc la campagne de sensibilisation continue. Donc Ouais. on a fait en long et en large, on a parlé d'AVC dans toutes ses formes. Et donc on associe aussi récemment l'AVC avec le diabète. Et en plus, bon, quand on est venu au campus la fois dernière, on vous avait interviewé, vous nous avez expliqué un petit peu. Mais là sur le plateau, on veut en savoir un peu plus sur comment se passe le service de prise en charge là-bas. Mais tout d'abord, donc quel est votre rôle au service neurologie au CHU? Ok, merci madame. Et je suis psychologue clinicienne dans le service de neurologie, comme vous venez de le présenter. Et ma prise en charge concerne tous les patients et plus spécifiquement ceux qui sont victimes de l'accident vasculaire cérébral. Et donc, dans un premier temps, quand ils viennent en situation aiguë, c'est-à-dire la situation vient de se produire, et j'interviens en hospitalisation auprès des accompagnants pour les aider à comprendre la situation, à les motiver, à faire les analyses nécessaires. Et tout au début, l'urgence est de faire le scanner, Oui. les motiver, les faire comprendre pourquoi il faut agir en urgence et puis les mettre en confiance parce qu'ils viennent très paniqués, ils ne C'est un comprennent gros rien. changement. Oui, c'est un Ouais, grand ouais. changement. Donc ça, c'est tout au début déjà. Oui. Et puis les mesures à prendre en considération parallèlement aux traitements médicaux, je leur instruis ça. Et puis ensuite, en cours d'hospitalisation, je fais des visites en salle pour voir et l'état des accompagnants et l'état du malade même. Parfois, les accompagnants sont plus malades que le patient Et le lui-même, patient. surtout quand il est dans un état comateux, il ne parle pas, il est, selon eux, mourant. Je fais ce soutien psychologique-là auprès des accompagnants. Au cours de l'hospitalisation, je fais cet accompagnement-là pour les rassurer. Je fais l'éducation thérapeutique du patient aussi, qui est une méthode pédagogique qui me permet de les instruire sur la maladie, leur faire comprendre de quoi il s'agit en termes vulgaires pour qu'ils puissent participer activement et efficacement à la prise en charge avec l'équipe soignante. Maintenant, après l'hospitalisation, le travail, la prise en charge psychologique continue parce que le vécu de la personne change avec les séquelles qu'elle porte. C'est une prise en charge continue Oui. jusqu'au moment où il y a une satisfaction. Mais justement, quel est l'objectif de cette prise en charge? Et l'objectif, c'est de contribuer à améliorer la qualité de vie des victimes d'AVC parce que ça bouleverse leur vie au quotidien, surtout quand il y a des séquelles lourdes avec aphasie, la personne n'arrive pas à parler par exemple, la personne qui mange par la sonde nasogastrique, c'est-à-dire il mange par le nez, si je peux le dire ainsi. Surtout quand les séquelles sont lourdes,
la qualité de vie est vraiment bouleversée, ainsi que la vie de l'entourage des familles. Donc, la prise en charge psychologique contribue à améliorer, à diminuer la dépression, l'anxiété que la personne manifeste, à diminuer tout cela et à contribuer au mieux et au vécu quotidien meilleur. Parce que oui, parce qu'il y a quand même les séquelles physiques, mais aussi les séquelles psychologiques, hein. C'est très très lourd, hein, comme, Ouais, à apporter, à porter tout seul, hein, c'est ça. Enfin, ouais. tout seul avec la famille s'ils en ont. Mais c'est vrai que comment vous dire, les séquelles ne sont pas que physiques, quoi. Oui, les séquelles ne sont pas que physiques. Les séquelles sont multiformes. Ouais. Il y a les séquelles cognitives, il y a les séquelles psychologiques. Ça, ça affecte tous les niveaux donnés, même s'il y a les séquelles physiques, Oui. il y a les séquelles psychologiques qui se greffent là-dessus. Donc, il y a l'oubli, par exemple, il y a les sautes d'humeur, par exemple, la personne est là en train de rire avec vous et puis tout de suite, il change d'humeur, il peut se mettre en colère, commencer par insulter ceux qui s'occupent de lui, par exemple. Oui. Il y a le changement de personnalité. La personne n'est plus comme elle était. Et il y a aussi une diminution d'attention et de la concentration. Quel que soit le type d'AVC ou bien quelle que soit la gravité d'AVC, même si c'est un léger AVC, il y a toujours cette séquelle-là qui se manifeste avec une diminution d'attention. La concentration n'est plus au point. Il y a des réactions émotionnelles avec irritabilité, par exemple. Et donc, si les accompagnants, c'est justement à ce niveau où il faut vraiment instruire les accompagnants pour pouvoir aider cette personne. Parce que vu que les choses ont changé, ils ne comprennent pas qu'il y a un lien entre ces séquelles-là, ou bien ces réactions actuelles et la pathologie de la personne. Et donc, il y a pas mal de séquelles psychologiques que nous observons et c'est en fonction de chaque séquelle que nous apportons notre intervention. Donc, l'AVC est particulier à chaque personne avec ses réactions particulières. Mais ces gens-là arrivent-ils à en parler facilement avec vous, Les personnes les même, les patients, malades, les malades, oui. oui, dans un premier temps, ce n'est pas aussi Mm. facile hein, parce qu'ils sont énervés, ils se posent des questions, qu'est-ce qui est arrivé, ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est un outrage qui leur est arrivé. Et donc, il y a pas mal de questions anxieuses et au début, parfois, la collaboration n'est pas aussi facile. Mais quand on commence par les mettre en confiance, il y en a qui coopèrent, qui participent et la majorité des patients que j'ai vus ont tous coopéré. Ont tous coopéré parce qu'ils ont finalement compris que c'est pour apporter un plus à Alors, oui. l'évolution de leur santé. Vous disiez tout à l'heure que ces prises en charge sont adaptées au type de patient, au type d'AVC qu'ils ont eu. Donc, comment ça se passe avec déjà par rapport aussi à la zone touchée? Donc, comment arrivez-vous à gérer cas par cas? C'est une question facile mais difficile à répondre à la fois. Nous, quand même, nous ne tenons pas compte de la partie touchée dans le cerveau. Mhm. C'est les séquelles avec l'impact qu'elle a sur la vie de la personne. Vous voyez un Oui. peu. Si c'est, quelle que soit la zone touchée, la personne fait une dépression sévère, une dépression réactionnelle à sa maladie, on intervient de manière spécifique. Si c'est l'anxiété, la personne a peur de l'avenir, a peur de ne plus pouvoir retrouver sa vie d'antan, on intervient également. Donc c'est en fonction de la lourdeur des séquelles et de l'impact que la personne subit dans sa vie au quotidien
c'est en fonction de ça qu'on intervient. Il y a certains qui récupèrent bien, qui participent, qui comprennent et qui participent à la prise en charge. Ils sont coopérants, et ils comprennent bien et puis les instructions, l'accompagnement qu'on leur apporte, ils acceptent. Et puis, quel que soit le degré de séquelles, il y en a qui vivent au quotidien avec espoir. Voilà. Ah, il faut en avoir. Ouais, il faut en vraiment avoir. Donc, vous travaillez en collaboration aussi avec les médecins, hein, donc qui. Oui, En nous travaillons, continuité. c'est toute une équipe pluridisciplinaire, hein. Il y a les médecins qui gèrent la partie urgence. Et dans un premier plan, c'est eux qui interviennent pour sauver la situation. Et puis, il y a les infirmiers qui sont à pied d'œuvre. Quand vous étiez là, vous les avez vus. Oui, Ils ne se reposent ils pas, ne hein. se reposent pas. Ah, ils ne se reposent pas, ils travaillent Le temps beaucoup. compte tellement que. Oui. Donc, il y a les orthophonistes, les kinésithérapeutes, nous, les gardes malades. Tout le monde fait sa part de manière spécifique. Les kinés. Oui, après la libération, c'est les kinésithérapeutes qui aident à retrouver la mobilité. Oui. Et puis les orthophonistes pour le langage. La prise en charge est vraiment continuelle jusqu'à un temps où on observe une amélioration. Et puis bon, Mais c'est une nouvelle vie, quoi. c'est une nouvelle vie, je vous dis. C'est pas facile. C'est justement pourquoi il faut que nous fassions une sensibilisation dans la population pour éviter cette maladie. Non seulement que ça fait beaucoup payer, hein, c'est de l'argent que des gens utilisent, hein. Je connais une patiente dans le temps dont le mari a utilisé environ 2 millions Waouh. parce que c'était très lourd. Il y avait du sang qui avait envahi une bonne partie de son cerveau parce qu'ils sont très loin de Lomé. Donc quitter là-bas jusqu'à ici, ça a fait son effet. Mais malheureusement, la dame n'a pas survécu. Oui, comme on Imaginez un dit, peu. si on n'est pas dans les temps, dans les 4 heures de temps, c'est fini, hein. C'est difficile à sauver les vies. Ouais. C'est vrai que ça aussi, il faut que les gens comprennent parce que les zones où on se trouve, ça aussi, c'est compliqué parce que si on est très loin de la ville, c'est un peu difficile aussi. Parce qu'il n'y a pas Ouais. forcément des centres de soins dans certains villages ou proches des villages. Donc quand c'est comme ça, c'est sûr que non. Oui, à Lomé, par exemple, c'est les deux CHU qui s'en occupent, par exemple. Si ça se passe à Baie, la personne passe par l'hôpital de Baie, on le réfère soit au CHU Tocoin ou bien au campus. Vous imaginez un peu, même à Lomé, déjà, il y a ces difficultés-là. Mais le Parce que problème, il faut peut-être leur dire que il faut pas, si il faut aller directement dans ces hôpitaux-là, il faut aller dans ces hôpitaux-là. oui, s'il y a déjà des signes que les gens observent, la Observe, lourdeur d'un voilà. côté du corps, les maux de tête violents, par exemple, la personne qui se sent déséquilibrée, le langage qui n'est plus au point, la personne a un regard un peu hagard, ne comprend pas. Tout de suite, il faut venir dans un hôpital de référence Oui, pour au qu'on lieu d'aller voit. perdre du temps ailleurs et Ouais. revenir vraiment à l'hôpital, on perd du temps. Donc, il faut vraiment aussi que les gens sachent que s'il y a deux hôpitaux qui prennent en charge ces cas d'AVC-là, quand ça arrive, on vous l'a dit dans toutes les émissions, hein, quand vous observez, la docteure vient encore de vous le dire, hein, quand vous observez une paralysie d'un côté d'une personne proche de vous ou de votre famille ou même dans la rue, ou que la personne n'arrive pas à parler, ou la personne n'arrive pas à sourire même, Ouais, donc, et même la vue. la Et vue, il y a des gens même qui, voulant parler, observent déjà une déviation de leur bouche. C'est-à-dire c'est une urgence à gérer. C'est oui. pourquoi la population doit être informée. Il y a une dame qui était sortie, est descendue de la moto, taxi-moto, qui voulait prendre de l'argent dans son porte-monnaie, remettre au conducteur, mais il a commencé par s'écrouler. Et des gens ont accouru pour la prendre, pour la faire asseoir. Et dites-vous, depuis ce temps-là, elle porte des séquelles parce qu'on l'a amenée finalement. Elle n'arrivait plus à parler. Oui, mais Or, ça, elle ne c'est... sentait pas de mal Oui. avant. Donc ça arrive comme un éclair de lumière.
ça fait flash sans signe précurseur. Donc c'est ça qui fait peur. Et il faut vraiment écouter les sensibilisations, il faut vraiment écouter les informations que nous leur donnons même depuis l'hôpital ou bien en population pour vraiment éviter cette maladie. C'est évitable si nous Ouais. vivons bien notre vie au quotidien. Oui, mais c'est pas facile. Ça, moi je dis, il faut que ce soit une habitude ou même, je ne sais pas, faire des campagnes de sensibilisation aussi à l'extérieur. Mais il faut informer la population que quand il y a des cas comme ça, l'urgence, c'est ça. Il faut, pour éviter des complications, pour éviter des décès à tout va, l'urgence, c'est ça. L'hypertension, on avait dit aussi qu'il faut, quand on est tendu, il faut éviter aussi de s'énerver. Vous Oui. voyez, tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça va rentrer dans les habitudes des gens, Ça hein, va, je pense, hein. ça va rentrer dans les habitudes, surtout nos émotions. Il y Oui. a des gens qui viennent juste, ils n'ont pas aucune, aucune cause ou bien aucun facteur de risque comme nous l'appelons, Mm. aucune cause dans leur organisme qui pouvait conduire à ça, mais juste qu'ils se sont fâchés suite à une situation qu'ils n'ont pas pu gérer. Donc la gestion de nos émotions est très importante. Ouais. Nos colères, nos irritabilités, et puis le stress, le Et repos, le manque de repos, de sommeil, tout ah, ça, ça. c'est pour vous les médecins, hein. Vous dormez pas, vous Ça, c'est du travaillez côté H24. psychologique. Ouais. Bon, écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.